test du micro, s'il vous plaît. T'as pas le truc d'alcoolique dans le cadre? Non, ça va? Non, ça... Merci Bruno. Oh, ça va les jeunes. Ça enregistre ici. Vous avez déjà réglé les téléphones, le caca machin, hein, ça va être modifié depuis. Ça Je sais enregistre. pas, les téléphones, je suis pas à l'aise. C'est bon? C'est bon. Je te zoome un peu. Oh là là. En plus, j'aime pas me voir. T'as droit à un plan tout seul, toi. Alors. Ah, je n'aime pas me voir, en plus, c'est ça le pire. Bon, on commence du coup. C'est bon, Ellie? Tu crois que nous, on aime se voir? On ferait pas du doublage. Hein. J'aime bien, moi. J'aime bien. Moi, j'ai pas l'habitude. Oui, ça tourne ici. Ça tourne. C'est bon, allez, c'est parti. Bon, bah, du coup, bonjour. Bonsoir. Salut, Oui, bonsoir. c'est vrai, bonsoir. Bah, merci en tout cas d'avoir accepté de faire cette interview depuis le temps qu'on essaye de caler tout ça sur notre emploi du temps. Première question, on va être sur quelque chose d'assez classique. Si vous deviez vous présenter en 30 secondes, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous? Que j'ai pas de chrono. Et je vais compter dans ma tête. D'accord. Ah non, je suis pas prête, moi. 30 secondes, je m'appelle Bruno Mulenard, voilà, je fais du théâtre depuis 25 ans maintenant. J'ai débarqué dans le doublage il y a à peu près 22 ans. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de la direction. Maintenant, je fais de l'adaptation aussi. Je fais de la musique. J'essaye de ne pas rester que dans le doublage, parce que j'ai envie de diversifier un peu. Et puis, parce que voilà, ça m'emmerde d'être toujours au même endroit. Je voyage beaucoup aussi. Et donc, voilà, je suis ravi de faire Conan, enfin, la tête de Conan, alias Shinichi Kudo. Voilà. Oh, ce n'est rien. Vous savez que vous pouvez toujours m'appeler pour vous aider à résoudre les affaires un peu compliquées. 30 secondes, là, non? Oui, à peu près. On a dépassé un petit peu. T'as pas répondu à la question. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de toi? Ce que je voudrais que les gens retiennent de moi, ils auront vite oublié, de toute façon, je sais pas. Je sais pas, rien de particulier. Si la série fonctionne et que le travail qu'on fait plaît, ouais, c'est chouette que les gens se souviennent et qu'ils apprécient, mais se souvenir d'eux, j'ai pas la prétention de vouloir laisser des traces impérissables derrière moi, donc ça va, je suis bien avec ça. Vous pouvez répéter la question? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi en 30 secondes pour se présenter? Pour se présenter, rien de spécial en fait. Le plus important, c'est le travail qu'on fait et que les gens apprécient et qu'on aime ce qu'on fait aussi. C'est ça le plus important. Donc si les gens doivent retenir quelque chose, c'est qu'on fait les choses avec passion et parce qu'on les aime, c'est tout. Donc Bruno disait que ça faisait une vingtaine d'années qu'il avait commencé. Tu vois, c'est à peu près même période? Oui, j'ai commencé il y a 23 ans, exactement, oui. Oui, on s'est plus ou moins Plus ou moins en rencontrés même au temps, début, ouais. quoi, ouais. Oui. Et donc, comme ça fait plus de 20 ans, quelles sont les évolutions majeures de votre métier entre l'époque et maintenant, sachant qu'il y a eu l'émergence de certaines plateformes de streaming et d'autres... Ça, c'est encore assez récent, quoi. Mais, Je dirais que le truc majeur, c'est la façon de travailler, puisque à l'époque, on travaillait avec des rythmos. ouais. Et aujourd'hui, on travaille avec ce qu'on appelle des rythmos virtuels. Donc à l'époque, il y avait des vraies bobines qui ressemblaient aux bobines de films qu'on voyait au cinéma. Il y avait quelqu'un qui faisait la détection là-dessus, qui écrivait là-dessus. Puis quand on était en studio et qu'il fallait aller à tel endroit ou tel endroit du film ou du dessin animé ou de la série, peu importe, il fallait rembobiner le truc. Et ça prenait beaucoup de temps, beaucoup plus de temps, alors qu'aujourd'hui, il suffit de faire on va à 20,2, enfin 20,03, hop, hop, et on y est tout de suite. Donc d'un point de vue technique, quand même, il y a beaucoup de choses qui ont changé. À l'époque aussi, d'un point de vue sonore, on travaillait sur du 8 pistes. Aujourd'hui, on est sur des pistes à l'infini. Oui, mais en général, ils peuvent utiliser que les 8 premières. La plupart des studios ne veulent pas utiliser plus que 8 pistes, ce qui est un peu débile. Ouais, peut-être sur du dessin animé, mais peut-être général, sur les films en ils veulent général, tout moi je compresser, vois parce que si tu regardes justement, c'est pas pareil partout en fait. Le téléphone de Bruno fait des interférences. Ouais. Ah, Bruno. J'ai pas mon téléphone. Je sais pas, j'ai entendu un bruit, je sais pas. Moi, je l'ai coupé, il est dans la veste. Moi c'est là-bas. C'est bon? Ouais, ça devrait être branlant. Ça fait des... Non, ça fait un... Mais ça s'est arrêté. D'accord. Non, parce que comme il y a une espèce de, justement à cause des plateformes,
Il y a des mix qui sont faits à l'étranger parfois, et donc ils font des mix de plusieurs langues en même temps, et donc chaque comédien a sa piste aussi dans certains studios. Ça dépend un peu des studios et la façon de travailler des studios, je pense. Donc voilà. Ce que ça a changé aussi beaucoup, c'est que le fait qu'on puisse travailler techniquement plus vite, il y a aussi une demande de débit au niveau des comédiens, c'est-à-dire que les temps studio sont raccourcis. On te demande de faire plus de choses en moins de temps parce que la technique le permet, donc tout va c'est à l'avenant, quoi. Je veux dire, plus la technique va vite, plus on va faire travailler les gens vite aussi. Donc ça, c'est pas toujours confortable. Alors par rapport à ce que tu disais sur les plateformes, bah, ce qui se passe beaucoup maintenant, c'est par exemple, tu as une plateforme qui achète une série avec 26 épisodes, bah, tu as un temps imparti pour faire les 26 épisodes. En 2 mois, 3 mois, tu dois faire les 26 épisodes. Avant, c'était pas comme ça. C'était un épisode toutes les 2 semaines et le rythme était beaucoup plus étalé. Maintenant, on reçoit des packs parce que les clients, ils veulent, par exemple, sur une chaîne comme Netflix, enfin sur une plateforme comme Netflix, ils veulent balancer toute la série d'un coup. Ils ne vont pas balancer épisode par épisode. Et donc, il faut d'abord faire tout et puis après, ils envoient en streaming. Avant, ben, on faisait un épisode, il était mixé, machin, et il passait en diffusion. On avait des épisodes à l'avance, évidemment, mais jamais une série complète, quoi. Une série de 26 épisodes, ça pouvait s'étaler sur, je sais pas, 3 mois, 4 mois, 5 mois, tranquillement. Là, maintenant, c'est du débit, quoi. Oui, ce qu'il y a surtout, c'est que, en fait, aujourd'hui, on travaille quasi parallèlement avec la production du film, du dessin animé, alors qu'avant, en fait, le produit était terminé quand il arrivait chez nous. Donc, en fait, on avait, j'ai envie de dire, le cul dans le beurre, parce qu'on avait tous les éléments sonores, les images terminées. Aujourd'hui, de plus en plus, on travaille sur des images qui sont non finies, avec des fonds verts encore derrière, pas de bruitage, ni de musique derrière, donc c'est très très compliqué pour se mettre dedans, pour voir ce que ça peut donner, parce qu'il y a cette notion aussi de sécurité, qui n'existait pas du tout à l'époque, parce que bah, les diffuseurs, c'était quoi? C'était des chaînes de télévision, TF1, Gulli, ce genre de choses. Et aujourd'hui, avec l'avènement des plateformes et cette espèce d'internationalisation des choses, on est vraiment dans un système de travail totalement différent. Par contre, je suis désolée, je vais dire que je ne suis pas d'accord avec toi par rapport au timing, parce que c'est vrai que je travaille comme directrice artistique depuis plus longtemps que toi, puisque moi j'ai commencé par ça, avant d'être plutôt comédienne. Et je me souviens, il y a 20 ans, quand on avait un dessin animé de type 22 minutes, on recevait comme budget 4 heures pour le faire. Aujourd'hui, quasi systématiquement, on a 6 heures pour le faire. Oui, non, donc au niveau en termes du temps de qu'on budget, c'est vrai. En termes de budget global, pour le travail artistique, on a plus de temps. Mais c'est vrai, comme tu dis... ça rejoint ce que tu disais par rapport au rythme. Je veux dire, voilà, si tu ne pouvais pas faire tes convoques, tu devais appeler les comédiens en disant, ben voilà, je prends les comédiens de la première bobine, c'est un film qui est en 6 bobines. Voilà. Et le comédien attendait, et machin, donc voilà. Si quelqu'un dit, je peux venir, mais j'ai 10 minutes, maintenant, il n'y a pas de problème. Voilà. Tu viens et comme tu dis, tu vas à tel TC, c'est bon. Avant, c'est pas possible. Donc voilà, le temps n'avait pas la même relativité et on travaille plus vite maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on fait forcément plus, mais on travaille plus vite, quoi. Le comédien, en fait, il vient, il va à l'essentiel. En fait, il perd moins de temps qu'à l'époque. Donc voilà. Et puis avec le problème du confinement, machin, etc., on n'a plus été autorisé à travailler à plusieurs au micro. Bah, j'ai l'impression que maintenant, ça dépend des DA. Il y a pas mal de gens qui continuent à travailler en track, donc c'est-à-dire une personne à la fois au micro. En tout cas, moi, c'est ce que je fais parce que je trouve que c'est plus confortable, plus rapide, moins de perte de temps, moins de perte d'énergie, ça arrange tout le monde. J'expliquerai après pourquoi si tu veux, mais voilà, avant on travaillait à 3, à 4, parfois à 5 au micro. Maintenant, on a pris le pli de faire en track, on dit tiens, finalement, c'est confortable. Pourquoi c'est confortable? Parce qu'un comédien qui est convoqué sur un film, on va dire, il a 35 lignes, qui est juste la limite avant de passer un service de 4 heures. Bah, avant, il serait venu pour 4 heures, il aurait fait 35 lignes et il perdait, il était payé pour 4 heures, il perdait un peu de temps. Alors que maintenant, 35 lignes, c'est faisable en 1h30. Si le mec est tout seul, c'est une voix off, c'est facile. Il vient, ça veut dire que ça laisse beaucoup de temps, ça laisse plus de temps libre aux comédiens aussi. Donc ça, je trouve que c'est quand même pas mal, parce que les gens, tu peux compresser un peu plus leur service et faire ça de manière saucissonnée, comme j'appelle, enfin, chacun son tour, quoi. Ouais. C'est plus simple, tu ne dois pas attendre, etc. Et donc ça arrange aussi les comédiens, parce qu'ils travaillent un peu plus vite, mais ça leur laisse du temps pour bosser ailleurs.
Oui, et puis même par rapport au confort d'avoir un seul comédien au micro. Quand on est sur du live, par exemple, un directeur artistique ne peut pas regarder 2 bouches en même temps qui font ça. C'est techniquement pas possible. Et puis du coup aussi, il y a moins de déconcentration parce que dès qu'ils sont 2 ou 3, et ça parle, et, enfin voilà, c'est normal. On est content de se voir. C'est ça qui est sympa aussi. C'est sympa, mais c'est vrai que du coup, on perd moins de temps alors que quand on n'a qu'une seule personne au micro, c'est genre, allez, on est là pour bosser les gars, on y va. donc voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça ne se faisait quasi jamais en fait. Il y avait toujours 2 ou 3 personnes au micro. Ça aussi, c'est fou ce que ça a changé en fait, quand tu réfléchis. C'est un autre monde. Mais on est toujours là. Oui, il y a plus de boîtes aussi. Du coup, les gens sont pas... Il y a 20 ans, il y a quand même 2, 3 grosses boîtes et les gens étaient souvent aux mêmes endroits. Maintenant, il y a de plus en plus de possibilités et donc les gens... Il y a plus de travail. Plus de travail aussi. On voit beaucoup plus de souvent travail. toujours les mêmes têtes un peu, mais... Enfin, les mêmes voix, je veux dire. On entend souvent les mêmes voix. Ok. Et dans un des vocals que j'ai pu avoir avec Bruno, tu m'expliquais qu'au Japon, tu avais pu faire une publicité donc dans le cadre de ton métier de comédien. Et comme c'est un métier qui regroupe énormément de choses, moi, ce que je voulais savoir, c'est quel est le pan du métier de comédien que vous préférez? Est-ce que c'est le doublage? Est-ce que c'est la publicité, du théâtre ou n'importe quoi? Quelle est la chose qui vous fait plaisir le plus? J'ai envie de dire un peu tout, parce que c'est pour ça que moi j'ai envie de faire plusieurs choses. Et si je m'emmerde un peu dans un secteur, je vais aller un peu plus vers un autre. Mais là, je fais quand même beaucoup de doublage. Mais si je suis au théâtre, ça me fait une pause. Alors ça ne veut pas dire j'ai envie d'arrêter le doublage, mais je me dis voilà, c'est bien. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui sont au théâtre, qui disent voilà, je ne fais pas de doublage pour l'instant, c'est très bien. De temps en temps, tu fais un petit truc, mais tu ne peux pas t'engager sur des grosses séries. Moi, je ne sais pas, j'adore les tournages. Je trouve ça super chouette, mais ce n'est pas du tout la même dynamique que d'être au théâtre. Où c'est beaucoup plus intime, c'est sur la longueur, il y a un travail de fond. Sur un tournage, tu arrives, c'est des moments plus instantanés. En doublage, encore, il y a la différence entre être directeur artistique ou être au micro, c'est pas la même chose. Tu es un peu plus cool quand tu es au micro, tu ne dois pas trop te tracasser de ce qui se passe et de la production, etc. Quand tu es en direction, il faut faire gaffe à ton budget, au timing, machin, il faut appeler les gens, faire des horaires, ce que je déteste faire. Mais ça fait partie du truc. Ce qui est sympa, c'est d'être en studio. Donc il n'y a pas vraiment un endroit où je préfère être. Mais si je fais du doublage non-stop pendant 6 mois, j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose. Mais non, s'il y a un truc que j'aime pas, je le ferai plus. Mais là, je suis bien. Pour l'instant, je suis bien partout, quoi. Moi, j'ai pas autant d'expérience puisque je ne joue pas face caméra déjà, ni au théâtre. Mais par contre, c'est vrai que c'est aussi pour ça que je me suis mise à l'adaptation à un moment donné. Parce que j'avais besoin de bouger, j'avais besoin de diversité. J'en avais un petit peu assez d'être tout le temps en studio. Donc voilà, puis j'écris aussi. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la diversité. Si demain, on m'appelle pour autre chose, voilà. L'important, c'est de ne pas faire tout le temps la même chose. Et chaque jour est un jour nouveau dans lequel on essaye de s'inventer, de se réinventer, quoi. Ok. Et donc, tout à l'heure, tu l'as dit, vous avez tous les deux fait de la direction artistique. Est-ce que rapidement, vous pouvez juste dire en quoi ça consiste? Qu'est-ce que vous devez faire en amont que les comédiens devant la barre doivent faire? Et quel est le produit, entre guillemets, où vous avez eu le plus de plaisir à diriger, s'il y en a un? Tu veux commencer ou... Il y a toute la partie, comment je vais dire, préparation qui peut être fastidieuse si tu es sur un gros film avec beaucoup de gens. Ça dépend le temps que tu as. En général, tu as le temps de préparer ça, tu sais, quelques semaines, voire 1 ou 2 mois à l'avance. Mais moi, même si on me donne un truc 2 mois à l'avance, je m'y prends quand même toujours à la dernière minute parce que je fonctionne comme ça et que voilà, tous les comédiens le savent bien, s'il y en a qui m'entendent, ils doivent sourire. Mais voilà, moi je travaille comme ça et ça se passe toujours bien au final. C'est moi qui suis dans le rush, eux pas tellement. Sauf s'ils ont un problème, ils disent voilà, j'ai besoin de savoir est-ce que je viens ou pas. Mais voilà, ça c'est vraiment le travail principal. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est la préparation. C'est des trucs un peu. Pour moi, c'est de l'administratif. Je suis hermétique à ça, mais bon, je dois le faire quand même. Ce qui compte pour moi, c'est le casting. Si ton casting est bien fait, tu as bien regardé, tu as bien écouté, tu as bien cogité dessus, tu as dormi dessus, machin, ça, et que tu fais un bon casting, pour moi, c'est déjà 80% du résultat. Parce qu'après, tu ne vas pas engager des gens, dire ouais, si les gens ne sont pas bons, s'ils ne sont pas prêts pour faire, enfin, pas qu'ils ne sont pas bons, mais s'ils ne sont pas prêts pour faire ça, pour faire le rôle auquel tu penses, tu ne les engages pas, tu vas engager quelqu'un, mais tu dis ok, ça fonctionne pour la voix, pour l'énergie,
pour l'efficacité. Et si tu as un peu plus de temps, c'est bien de travailler avec des gens qui sont plus débutants aussi. Ça dépend. Parfois, tu as un budget qui te permet, voilà, tu es vraiment cool sur ton planning, bah là, tu peux travailler avec des gens qui n'ont pas encore trop l'habitude, mais tu dis, tiens, j'ai envie, voilà, ça va me prendre plus de temps avec lui, mais ça vaut la peine, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Mais ce qui est plus chouette dans l'aspect du métier, c'est vraiment être en studio et puis, voilà, voir comment ça naît en français, comment ça devient quelque chose sur lequel tu as un petit peu fantasmé. Et puis, c'est l'ambiance en studio qui est, la plupart du temps, plutôt chouette. Hein. En tout cas, dans mes studios, ça se passe toujours bien. Rarement des disputes et des coups de poing. Non, mais voilà, c'est cool. Mais la préparation, ouais. Alors après, il y a tout l'aspect, comment tu fais ton casting, comment tu appelles les gens, etc. Mais je te laisse continuer d'en annoncer. Oui, moi je ne suis pas comme Bruno, évidemment. Je suis très très organisée. Par contre, je fais beaucoup les choses à l'avance. Parce que par contre, je suis complètement d'accord avec lui quand il parle du casting. Un casting réussi et une bonne adaptation, tu n'as plus rien à faire, a priori. Ou quasi oui, plus rien. Tu es tranquille, quoi. Voilà, tu es tranquille. Tu n'as plus qu'à diriger les gens, tu vois, distiller ton truc, mais voilà, le casting, c'est vraiment primordial. Donc, moi, j'aime m'y prendre à l'avance. Mais c'est vrai que voilà, et moi, ça ne me gêne pas justement cette partie. J'aime bien essayer d'imaginer qui je vais mettre sur la personne. J'aime bien faire des plans, en fait, en effet, prendre les disponibilités de chacun. C'est un truc qui ne me déplaît pas. Donc voilà, et puis oui, pour dire, dans ta question, tu avais posé quel était le plus chouette produit. Oui. Ouais, moi, j'ai envie de dire le truc dont j'étais le plus fière, c'est un film anglais, j'adore le cinéma anglais, et c'est le film qui s'appelle Pride, voilà, dont j'ai fait la version française, et émotionnellement, c'était le film très beau déjà, et puis j'ai aimé là où j'ai amené mes comédiens. C'est un film anglais, donc c'est pas facile de retranscrire ça en français, je trouve, par rapport aux accents, par rapport à cette espèce de rudesse des personnages qui sont pas lisses, justement. Et voilà, je crois que ça, c'est un des produits dont je suis le plus fière, et ce qui est génial quand on fait des 35, donc les films destinés au cinéma, même si on n'en fait pas énormément en Belgique, parce que ça reste quand même très chasse gardée française, c'est qu'on a vachement plus de temps. Et donc juste là aussi, on peut travailler avec des gens plus nouveaux, qui n'ont pas encore les codes du doublage, mais justement qui vont amener quelque chose d'un petit peu particulier, d'imperceptible, et maladroit, mais qui fonctionne, et plus naturel. Et j'adore cette partie-là, en fait, faire émerger quelque chose de... Voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'ai des interférences, je sais pas. Tu as faim? C'est peut-être ça. Non, je sais pas, non, ça gargouille pas. 2 fois plus de micro. Et donc si on passe de l'autre côté de la barrière, dirons-nous, quel est le personnage ou l'acteur que vous avez préféré doubler? Et aussi pourquoi? Moi, il y a 2 choses qui m'ont... Il y a beaucoup de choses, parce qu'on fait beaucoup, donc voilà, beaucoup de matière, mais il y a vraiment 2 choses qui m'ont vraiment... dont j'ai vraiment un très bon souvenir, c'est Joey Wheeler. Ah, pas ça! J'ai jamais entendu parler de cette carte féerique. Qu'est-ce qu'elle fait? Dans Yu-Gi-Oh! Parce que c'était un de mes premiers trucs un peu explosé, éclaté, et j'adorais cette série, je trouvais ça super gai à faire, c'était vraiment... et puis j'étais encore assez frais, assez neuf, donc voilà, il y avait une exaltation de faire un truc qui a pris de l'importance après, parce que quand tu le doubles, tu sais pas que ça va fonctionner ou pas, enfin voilà. Et donc ça, c'était vraiment très chouette. Il y a aussi un acteur japonais qui joue dans Naked Director, qui est vraiment extraordinaire, et que je double depuis 20 ans. Alors pas sur tout ce qu'il fait, parce qu'il y a peu de choses qui arrivent ici, mais chaque fois qu'il y a eu un produit ici, je l'ai déjà doublé sur plusieurs produits différents, sur des films, une série qui s'appelait Gros Zero, qui est aussi inspirée d'un manga japonais. Et ça, j'adore déjà parce que c'est du japonais et que je me sens proche du rythme de l'acteur, et voilà, j'ai l'impression qu'on a la même énergie, et que j'avais été bien casté au départ là-dessus, par Bruno Buida, je me souviens, qui est un directeur avec qui tout le monde adore travailler. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à le faire sur d'autres produits où il jouait complètement différemment, et que je trouvais vraiment
formidable et super gai à faire. Donc, Naked Director, que je conseille d'ailleurs en VO. Je prêche pas pour ma paroisse, mais toujours mieux en VO. Mais voilà. En fait, c'est marrant parce que finalement, je crois que nos premières amours nous marquent aussi, puisque moi, c'était Timmy Turner. Mes chers amis, imaginez-vous en ces temps reculés où il n'y avait sur Terre que quelques dinosaures qui gambadaient. Dans Mes parents sont magiques. Dans lequel tu étais aussi d'ailleurs. Ouais, ouais, Tu nous avais fait d'ailleurs une magnifique piste 8 avec un accent liégeois. Je me souviens très très bien. Ça arrive encore régulièrement. Donc voilà, la piste 8 en fait c'est ce qui se passe parfois en studio quand le comédien ne dit pas ce qui est écrit à la rythmo mais dit une connerie. Donc voilà, il vaut mieux vite l'effacer parce que de plus en plus elles finissent parfois par erreur à la télévision. C'est déjà arrivé. Donc voilà, c'est Timmy Turner. Et puis moi, je suis aussi chanteuse, donc tout ce qui est chanté, évidemment, a une importance particulière. Et j'ai fait toutes les chansons de la série, mais malheureusement, elle n'est pas disponible en France, c'était pour le Canada, de tous les épisodes de Alvin et les Chipmunks. J'ai l'impression que je monte de chance. La série dessin animé, donc voilà, il y a une chanson par épisode et donc j'ai fait 250 chansons là-dessus. J'ai fait toutes les voix et ouais, j'aime vraiment bien ça. J'imagine bien. Et à l'inverse, quel personnage ou acteur auriez-vous aimé faire? Wow, j'y ai jamais pensé. Personnage, quel acteur on aurait aimé doubler? Oui, voilà. Brad Pitt. Oui. Dis, t'as quand même doublé Owen Wilson avec moi. Oui, c'est vrai. Et c'est pas rien. Hein. Oui, c'est vrai. Dans ce très joli film qui s'appelait The Big Year, Oula. avec un très très beau film, The Big Year. Ça aussi, c'est un beau souvenir. Avec Jack Black et Owen Wilson. Et tu faisais Owen Wilson. Ouais, je me souviens, il y a longtemps aussi. Quand même. Moi, je sais pas du tout, en fait. Brad Pitt. Mais non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je passe. Ok. Et bon, vous avez déjà commencé à y répondre, mais est-ce que vous avez un registre préféré? Est-ce que vous préférez doubler des animés, des films ou des séries? Et quel type de personnage? Parce que d'un côté, tu peux autant faire des petits garçons que des jeunes filles ou des femmes plus âgées. Et toi, Bruno, tu peux faire la même chose, ou que ce soit des personnages un peu foufou comme Joey, ou des personnages un peu plus sérieux. Voilà. Encore une fois, qu'est-ce que vous préférez? Quel registre et quel type, quel caractère de personnage? Moi, j'aime tout. C'est ça qui est génial quand on est comédien. C'est de pouvoir justement passer par tous les registres et toutes les émotions. Même justement celles qui ne sont pas les tiennes ou celles qui sont évidentes parce que tu vas te couler dedans, c'est gai, tu te laisses aller. Ou à l'inverse, quand tu dois aller chercher quelque chose qui est plus complexe, enfin, c'est assez passionnant. Ce qui est chouette, en fait, c'est quand un directeur artistique te choisit sur quelque chose et tu arrives et tu fais « Oula !» et il a vu quelque chose en toi que toi, tu ne connais pas. Et moi, je trouve ça assez sympa. Donc moi, j'aime tout, en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Quand parfois tu te dis mais pourquoi? Quand tu comprends pourquoi le ou l'ADA t'a choisi pour ce truc, tu te dis ah oui d'accord, ben voilà, tu as une piste à creuser, c'est intéressant. Mais moi effectivement, il n'y a pas de choses que j'aime pas. J'adore faire de l'animation, j'adore faire du live, même faire du documentaire. Je trouve ça chouette, c'est intéressant. Il y a plutôt, je dirais, il y a des choses que j'aime pas faire, mais c'est pas, enfin pas des choses, mais des personnages où je me dis là ça va pas du tout. Je viens un peu en dépannement parce qu'il y a eu un problème et qu'il faut remplacer vite fait. Je me dis, c'est pas pour moi, voilà, ça je suis pas à l'aise, je fais le boulot, mais voilà, tu sens que bon, c'est pas super, je me serais pas mis dessus. Mais voilà, mais sinon, les personnages que j'aime bien, oui, les mecs un peu foufou, etc. Mais j'ai un débit assez rapide et donc je me tape souvent soit des informaticiens, des médecins légistes. J'ai fait plein de mecs derrière l'ordinateur, super geek, qui parlent super vite, qui expliquent plein de trucs super compliqués, etc. Parce que j'ai un débit facilement rapide. Mais si tu me mets sur un mec qui est tout mou, ça va pas du tout. Enfin, je peux le faire, mais je vais me sentir pas naturel du tout. Voilà, je préfère les sales types. Je fais souvent des sales types. J'ai une voix de sale type, une tête de sale type, donc c'est très bien. Ça me va très bien. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai l'habitude aussi au théâtre ou même en télé ou quoi, à faire souvent des types sales, quoi.
Des blonds à rien. Des blonds à rien, excellent, c'est bon ça. Donc ouais, j'aime bien les mecs un peu retors, un peu vicieux, etc. C'est sympa. À faire, voilà. Bon, on va se recentrer un peu sur notre fonds de commerce, dirons-nous, Détective Conan de notre côté. Est-ce que vous avez passé des castings ou est-ce que vous avez été choisi par le DA? On a été choisis. Choisi par On a été choisis. On était une évidence. les élus. Détective Conan, je connais pas. C'est quoi? C'est un... Attends, excusez-nous. Petit mec dans la voiture là. Non, pas Il celui-là. mange des trucs et tout ça. Non, c'était un tout petit qui se Ah oui, ok, je vois. Détective Conan donc. Oui. Oui, non, ben voilà. On en parlait tout à l'heure, oui. On a été choisis. Moi, je me souviens pas. C'est Marie qui me dit. Non, il n'y a J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu un casting. mais Non, j'ai pas de souvenir. non. Dans mon souvenir, il n'y a pas eu de casting. Encore une fois, à l'époque, c'était pas forcément non plus une série où on s'est dit, voilà, maintenant, s'il y a une grosse série où c'est la 20e saison, on sait qu'il y a un gros personnage qui arrive, on va faire un casting parce que c'est une série qui fonctionne, machin, etc. Mais à cette époque, on a reçu ce truc, personne ne pensait que c'était une grosse série. Oui. Tu vois. Et encore, au Japon, ça a beaucoup plus d'impact qu'ici, je pense, encore que, je sais pas, je pense que voilà, il y a un public francophone, évidemment, mais voilà, au Japon, c'est un truc qui n'a jamais cessé d'exister, quoi. Donc voilà. Mais on a été choisis. En tout cas, ça a ravi tout le monde. Et bon, la question la plus dure, c'est celle qui nécessite les souvenirs. Est-ce que vous auriez des anecdotes de l'époque du doublage, sachant que c'était début 2000? Oui, voilà. Donc bon, ça rajeunit pas. Ouais, c'est pas grave. On était jeunes et fous à l'époque. Jeune et innocent. Et fous. Oui. T'as des anecdotes, toi, sur Conan? Des anecdotes quoi, de studio sur, Oui. De ce que vous faisiez. Mais moi, je voyais pas grand-chose finalement, puisque les seules fois où je voyais, c'est quand j'étais en studio avec d'autres personnes, notamment avec Johanna, qui faisait Conan petit. Il y avait certains épisodes où ça s'enchaînait assez bien, comme une conversation entre lui et lui grand, enfin tu vois. Mais sinon, ça m'est arrivé plein de fois de venir avec pas les personnages principaux et juste de voir des morceaux d'épisodes où moi j'intervenais, mais je comprenais rien à l'histoire. Mais je me souviens d'une anecdote, ça j'en souviens très bien, c'était avec Manu Liénard qui dirigeait la série à l'époque, et on est tombé sur un épisode super mal écrit, mais vraiment mal écrit, c'est pas possible. Et à chaque phrase, je me disais, mais c'est pas possible d'écrire ça comme ça, c'était plein de fautes. Et donc forcément, il fallait faire des corrections, il y avait des corrections évidentes à faire, t'as pas besoin de poser la question, il y avait plein d'erreurs d'orthographe, de grammaire, etc. Enfin, ça avait été fait sur un carton de bière dans un coin d'un bar, là. Et je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Wow. Et du coup, j'étais de mauvaise foi, j'ai vraiment fait le petit con, et j'ai dit à Manu, mais c'est mal écrit. Il m'a dit, non, mais il faut faire ça bien et tout. Je dis, bah écoute, je vais te le faire bien, je vais lire comme c'est écrit. Et j'ai lu exactement comme c'est écrit. Et il m'a dit, mais c'est pas possible, Bruno, tu le fais exprès. Et je dis, bah moi, voilà, si on me donne pas du bon matériel, que c'est un peu de la merde, bah je vais faire de la merde. Et Manu, il a été cool parce qu'il me dit, bon allez, sors, va faire une pause, sors 5 minutes. Et j'étais pas énervé du tout, mais je dis, mais c'est n'importe quoi, donc je vais te le faire comme c'est écrit, mais tu vas voir que c'est mal foutu. Et c'était vraiment mal foutu. Et il m'a un peu engueulé en disant, arrête de faire le gamin, ferme ton nez, fais ton truc, fais ça proprement, et tu vois bien les changements évidents à faire, quoi. Donc voilà, ça m'avait marqué parce que j'étais mort de rire comme un gosse. Et il me disait, mais t'es vraiment un sale petit con. Mais c'était assez rigolo. Voilà, et finalement, j'ai dit, ok, ça va, j'ai déconné pendant une demi-heure et puis on a refait ça proprement, tu vois, mais bon, ça fait perdre du temps et tout. Je dis, bah, qui nous donne du matériel bien écrit, enfin, au moins français, quoi. Oui, un minimum. Voilà, après, c'est mal adapté, ok, mais si c'est mal écrit, avec un mauvais parlage, bon, pas propre, quoi. Tu veux vraiment une anecdote? Pourquoi oui. pas. Alors moi, la seule chose dont je me souviens, c'est j'avais été malade et donc je devais rattraper le temps perdu. Et donc on s'est mis en studio à 18h un soir. Et sur 4 heures de temps, j'ai avalé 174 boucles qui représentent... On peut pas dire ça. Ah, on ne peut pas dire ça. Non. Il y a prescription maintenant, ça va. Mais... Voilà. Oui, c'est 20 ans, donc on est en plein dedans. Hein. Voilà. C'est beaucoup, quoi. Donc oui, c'était mon record absolu. Donc voilà, j'ai fait mon record absolu du nombre de boucles. En 4 heures, 170. En 4 heures, 170. 14 en fait même, 174.
Ouais. Donc voilà. Bien. Tu veux une médaille? T'es fier? Le pire, c'est que j'ai pas été payée plus cher. Ah ben non. Maintenant, oui. Mais elle est Donc toute voilà. Voilà, ça c'est une anecdote dont je me souviens. Et je me souviens aussi que j'aimais bien les histoires. Et puis souvent, j'arrivais après toi. Et je disais toujours, non mais attends, laisse tourner, je veux savoir. Et puis j'aimais bien t'écouter aussi. J'aimais bien Bruno en fait. J'aimais bien. Mhm. Ok. Dans le passé, Ouais, jadis, il y a Ouais. 20 ans. qu'est-ce qui s'est passé? T'étais jeune et beau. Ouais, c'est rien passé. Maintenant, t'es plus que beau. Mhm. C'était pas mal. C'est pas mal. Et donc tout à l'heure, tu disais, Bruno, que tu pouvais doubler avec Johanna. Ouais. Mais est-ce que vous avez des souvenirs de avec qui vous avez pu faire le doublage et le maximum que vous pouviez faire? Est-ce que vous étiez que 2 ou est-ce que vous avez déjà fait dans des ambiances à être 10? Je sais pas. Ah, moi, j'ai déjà fait Shinichi en faisant les ambiances et en participant même aux ambiances. Comme on s'est déjà retrouvé à 3, 4 au micro, Ouais. en disant on n'a pas trop le temps sur la dernière heure, on va speeder un peu, on va faire tout le monde. Parce que voilà, même s'il y a 4 personnages dans la boucle, c'est pas toujours évident de les mettre les 4 ensemble. On les fait 2 par 2, voilà, tout le monde est en studio. Mais c'est déjà arrivé qu'on fasse. Ouais. Et ça, c'est vraiment drôle, quoi. Parce que du coup, il y a le petit challenge de dire est-ce qu'on va y arriver? Il faut se décaler, il faut se bouger Oui, quand on voit mais l'autre Le arriver. petit machin, challenge, surtout, c'est le petit challenge, c'était surtout Johanna. Il fallait mettre sur Qui était- les épaules. Pas très grande, il faut bien le dire. En fait, on a été casté à la hauteur, en fait, sur ce. Je crois. Ouais, ouais, t'es plus facilement ensemble, en fait. Ouais. Ouais. Non mais voilà, c'est rigolo de dire je dois laisser la place au micro parce qu'il y a le suivant Ouais. qui arrive sur rythme. Ah puis voilà, c'est moi. Enfin, voilà. Ouais. C'est C'est amusant d'ailleurs de faire ce toujours genre un de truc. peu quand quelqu'un arrive dans le studio et qui voit le micro soit très très haut, soit très très bas, il y a toujours le nom de 2 ou 3 personnes très petites ou 2 ou 3 personnes très très grandes qui ressortent en disant ouais. ah c'est machin, je dirais pas le nom ici. Ah c'est machin, c'est Johanna. Non, voilà, du coup c'est Johanna. C'est Elle toi avait qui qu'à l'as dit. venir. Hein. Oui, ah c'est Johanna qui était là avant. Mm. Donc voilà. Maintenant on les met sur des caisses en fait. Casse de pomme. Non, Non, plus des- solide. Vraiment c'est fait pour. Ouais, des petits strapontins. Oui. Donc voilà. Ok. Et à l'époque, est-ce que vous avez le souvenir est-ce que le doublage était fait sur les épisodes censurés, donc après que la Belgique ou la France ait censuré, ou est-ce que c'était le produit japonais non censuré? Non, c'était censuré. Censuré? Ouais. Tu sais ça toi? Ouais. Ah, Parce qu'il y a des épisodes qui passent au Japon avec des images qui. Mais, par exemple, les épisodes français sont plus courts, parfois de 1 minute ou 2, parce qu'il y a des images, tu vois, tu as un plan qui avance comme ça, et avant qu'on voit la tête du cadavre, ça coupe. Voilà, Ok. ce genre de truc. Il y a des plans qui sont sucrés, et on voit même à l'image, il y a des plans qui ont été étirés pour masquer le plan où on voit le mort, etc. Parce que c'est pas une série pour les enfants. Sauf que ici, dessin animé, animé, on connaît pas bien, donc c'est sûrement pour les gosses. Mais non, au Japon, c'est une série qui plaît aussi aux jeunes, mais qui est une série pour la tranche, je veux dire 30-40 et au-delà. Tu vois, c'est pas vraiment un truc de gosse, Oui. Non. du tout. Et surtout à l'époque, moi je me suis fait la réflexion, le dessin animé adulte est vraiment arrivé dans les mœurs européennes bien plus tard. Je me souviens qu'à l'époque, souvent les chaînes de télé achetaient du dessin animé en disant « Ah, c'est du dessin Oui, animé, mais c'est ça. pour les enfants ». Et je me suis retrouvée avec des mangas, d'autres types de mangas qui ont été vraiment censurés. Parce que bon, il y avait des petites culottes qui se baladaient, mais ah mais non, mais ça c'est pour les enfants. Là, nous on donne ça pour les 5-7 ans. Et tu faisais juste pour les 5-7 ans. Mais voilà, quand les responsables des chaînes télé achetaient, parfois sans trop savoir, je pense, ce qu'ils achetaient. Et donc voilà, à l'époque, le dessin animé, aujourd'hui, il y a vraiment du dessin animé pour toutes les tranches d'âge. Et c'est rentré dans les mœurs, mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. J'ai l'impression quoi. que c'est pas Ça- encore. Il y a encore cette idée de c'est du dessin animé, donc c'est pour les jeunes, quoi, tu vois. Enfin, c'est pour les petits ou je sais pas quoi. Ouais. Ça, Je sais pas. ça bouge, mais. Voilà, Enfin, quand c'est tu vois pas des trucs encore, comme BoJack ou Big Mouth. Oui, parce que ou, maintenant, avec toutes les plateformes de là, on streaming, est- etc., là, oui, effectivement, voilà. tu as des catégories différentes. Mais à l'époque, c'est comme à l'époque où Dorothée a amené plein d'animés sur Club Dorothée. Là, voilà, tout était censuré parce que la France s'est dit là, il y a une niche, il faut aller dedans et il y a du matériel à faire, il y a du travail à ramener. Et puis voilà, ça va faire découvrir quelque chose. Effectivement, elle a bien fait, merci Dorothée. Mais voilà, c'était censuré. Quand tu vois les épisodes de Ken le Survivant ou Nicky Larson, Oui. si tu les écoutes en VO, c'est super trash.
Bah, Camille Survivant, c'est vraiment gore, quoi. Alors qu'en français, c'est tourné en ridicule et c'est super. Il va utiliser la technique secrète du haut couteau de cuisine. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. C'est super drôle parce que voilà, il y a un côté nostalgique. Moi, j'adorais. C'est Maurice Sarfati, je pense, qui avait fait ça à l'époque. Il faisait toutes les voix des méchants. Ça c'était génial comme concept. C'était chouette. Mais c'est tellement à l'opposé de la série originale. Et Conan, bah, pareil. C'est édulcoré au niveau du langage, au niveau des images. Le sang est noir et pas de rouge. Enfin voilà. Sur Conan, je ne sais plus, mais voilà, ce genre de censure. Nous, en tout cas, pour répondre à tes questions, oui, on recevait les épisodes censurés. Ok, parce que du coup, je posais la question, parce que bizarrement, la VF telle qu'elle a été doublée à l'époque, elle colle parfaitement aussi sur la VO. C'est-à-dire qu'on peut prendre les épisodes japonais, mettre la piste de la VF dessus, et ça ne change presque rien, sauf de très rares exceptions. C'est pour ça que je posais la question. Oui, mais il n'est peut-être pas dit la même chose. C'est-à-dire que le son correspond, mais est-ce que la traduction est la même? En termes de labial, de tout, de sens... Oui, bien sûr, mais ça a été adapté aussi, je pense. Il y a Oui. des choses qui ont été édulcorées dans l'adaptation, ça on voit tout le temps. Il y a des mots qu'on ne peut pas dire, des choses, enfin ça dépend quelle chaîne, quel produit, Oui, ça quelle dépend quel est plateforme. le client en fait. Et à l'époque, il y a des clients qui disent on ne veut pas tel mot, on ne veut pas que ça parle de religion, on ne veut pas que ça parle de sang, on ne veut pas que ça parle de sexe, etc. Bon, voilà, il y a plein de choses en amont où il faut déjà couper dedans. Alors après, ça peut effectivement rentrer pile poil sur les bouches, Oui. c'est pas un problème, mais voilà, au lieu de dire ça et ça, on va plutôt dire ça et ça, tu vois. C'est à ce niveau-là aussi. Il y a un nivellement suivant la demande. Mais ça se fait de moins en moins. Ça se fait de moins en moins, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup. Parce que c'était pour des chaînes publiques. Il y avait des chaînes, les chaînes publiques françaises, il y avait plein de mots qu'on ne pouvait pas utiliser. C'était, ouais. Effrayant. Et donc la prochaine question, c'était quel était le rythme de doublage? Parce que par rapport à d'autres interviews que vous avez pu faire, il y avait cette idée de seulement 170 ou 180 épisodes ont été faits, mais en fait on a découvert, grâce au rachat de Conan par Amazon Prime, Netflix, etc., que depuis toutes ces années, depuis 20 ans, les 214 premiers épisodes avaient été doublés et il y avait une trentaine qui étaient rangés dans les placards depuis 20 ans et qui sont ressortis de manière totalement inédite en 2020-2021. Avec nos voix. Avec vos voix, exactement. Donc les 214 premiers épisodes ont été doublés avec vos voix à l'époque, et il y en avait seulement 180 qui sont sortis à la télévision. Et donc avec ce chiffre, ce nombre assez énorme d'épisodes, est-ce que vous vous souvenez de combien de temps ça a duré tout le doublage? Combien d'années peut-être? C'est pas très très long, non? Non, j'ai l'impression 1 an ou 2, moi, maximum, je dirais. Mais par groupe, hein, pas Oui, un an oui, ou c'était deux par... en continu, oui. Non, pas 1 an ou 2 en continu, mais j'ai pas l'impression qu'on ait doublé ça plus que 2 Bah non, ans je me rends pas compte d'affilée, non en plus. fait. Parce que c'est vrai qu'il y a des séries qui reviennent avec des nouvelles saisons tous les ans. Donc voilà, ceux qui doublent Pokémon, ils doublent Pokémon depuis 25 ans, je crois, Oui, minimum. quelque chose comme ça. Oui. Mais là, non. C'est que d'abord, comme on a eu les épisodes complets à l'époque, ça s'est fait quand même fort les uns derrière les autres dans mon Oui, souvenir. moi, j'ai pas le souvenir d'un truc Mais j'ai pas étalé, souvenir d'un truc, je dirais 1 an, peut-être 2, grand maximum, où on a été occupé là-dessus, en fait. Après, le nombre d'épisodes exact, honnêtement, il n'y a que le DA qui pouvait répondre à cette question-là. Moi, je l'aidais de temps en temps. Parfois, je remplaçais en direction. Donc, j'avais l'idée de 184 épisodes. Mais ouais, je ne sais plus par cœur, en fait, soyons tout à fait honnêtes. Ok. C'est difficile parce que quand on travaille là-dedans tout le temps, se souvenir de tout, c'est compliqué. Oui, et puis s'il fait sa série, s'il a un mois pour faire X épisodes, alors je sais pas, ça dépend pour quel personnage. Peut-être Yo, elle avait plus, mais pour moi, ça représente 2 heures par semaine sur, allez, lundi 9h, 11h, et puis le vendredi d'après, et puis le jeudi, ça représente pas grand-chose sur le mois. Et puis après, j'en entends plus parler pendant 6 mois. Et entre-temps, tu fais d'autres trucs, donc voilà, c'est difficile de quantifier en disant, tiens, en tout, on a fait autant d'heures. Mais oui, effectivement, j'ai pas l'impression que c'était très long. Mais ça, quand même, c'est un souvenir, oui. C'est pas un truc où tu dis, oh, je sais plus, j'ai fait ça ou pas. Non, oui, je me souviens très bien de l'avoir fait. Non, ça c'est clair que. Mais c'est pas à cause de la longueur, c'est pas dû à la longueur, quoi. Voilà. Mais ça a quand même pris facilement, en tout cas suffisamment de temps pour que ce soit important.
Voilà. Mmh. C'est pas un petit truc dont on se souvient pas, ou ah oui, c'est vrai, non, Conan, détective Conan, c'était détective Conan. Quoi. Donc voilà. Ok. Bon, la prochaine question, elle est un peu plus... je vais dire ça, qui est un peu bizarre. Alors, je ne sais pas si c'est depuis plusieurs années, mais en tout cas, récemment, on a remarqué qu'il y avait un peu du mélange comment dire, que lors des doublages, différentes nationalités étaient mélangées, donc avec des comédiens français, des comédiens belges, etc. etc. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer et est-ce que ça change grand-chose Pour un doublage en français, tu veux dire? Oui. On mélange des comédiens de différentes nationalités. C'est plus seulement un doublage purement belge ou un purement français. On mélange. Plus Luxembourg. Parce qu'il y a des voix attitrées pour certains. Il faut que le client ait envie de payer les voix attitrées. Ça, c'est déjà une première chose. J'ai vu, par exemple, il n'y a pas de voix attitrées, mais il y a une espèce de continuité. Je pense qu'en France, il y a des voix attitrées. Brad Pitt, c'est toujours la même personne. Il faudra couper ça, j'ai oublié son nom. Jean-Pierre, qui le fait, mais voilà, chez nous, on n'a pas cette espèce de star system ou de fidélité automatique, je ne sais pas comment appeler ça. Mais par contre, effectivement, si un DA, maintenant on reçoit de plus en plus d'informations, c'est plus facile, tu reçois un film avec tel acteur, voilà, il a déjà été doublé par machin. Et souvent les clients, enfin ça dépend un peu des boîtes où tu bosses, mais il y a des clients qui disent, voilà, cet acteur a déjà été doublé par telle personne en France, telle autre personne en France à une autre période, et aussi en Belgique. Donc voilà, on essaye de rester cohérent par rapport à ça, mais il n'y a pas vraiment, tu peux pas dire, je l'ai déjà doublé, c'est moi qui le fais. Non, tu peux pas. En France, tu peux faire ça. Je crois qu'en France, il y a un truc comme ça. Chez nous, enfin moi en tant que DA, si je sais que la personne a déjà été doublée, et souvent je fais la recherche, oui, et si je suis d'accord avec le choix, je le reprends. Mais si je trouve que... Parce que quand tu choisis un comédien, tu le choisis aussi pour ce que l'autre... Enfin, le comédien a joué. Mais si après l'autre a tout à fait une autre énergie, c'est pas juste une voix, le doublage. Hein. S'il faut un comédien derrière, avec une énergie. Donc des fois, tu te dis non, mais lui, il va pas... Pour ce rôle-là, ça va pas le faire. Et donc tu préfères partir ailleurs. Donc ça, enfin moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps. Tu veux de changer de voix avec le même acteur, tu veux dire? Oui, c'est ça. Et ça me fait penser à Dustin Hoffman, par exemple, qui veut que, c'est peut-être une légende urbaine, qui veut que pour chaque film, ce soit un autre acteur qui le double en français. Ah, c'est marrant. Il avait déjà dit ça en disant, moi, je fais un travail différent, donc je voudrais que ce soit un acteur différent. Bon, après, c'est peut-être pas vrai, mais j'avais entendu cette histoire. Je me dis, tiens, c'est pas complètement dénué de sens, mais voilà. Genre qu'il n'a pas de voix attitrée, quoi. Ouais. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a des comédiens qui travaillent dans le doublage qui sont vraiment des caméléons, qui sont capables de faire beaucoup de choses. Et d'autres, par contre, qui vont sont très typés, moins rentrer dans différentes énergies. Donc, ou bien, parfois, tu vas choisir le comédien, puis tout à coup, il va jouer un rôle. Parce que je te dis, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, oui, moi, ça m'est arrivé avec un truc que toi, tu avais dirigé. Donc, j'ai été voir qui l'avait fait, puis je me suis dit, ben non, parce que là, dans ma série, le comédien, il a 55 ans, alors que dans les épisodes que toi, tu avais fait, il avait l'air vachement plus jeune. Et si je mettais cette voix-là, il était censé être le grand frère des autres, ça collait pas. Enfin, non, bien sûr, il faut être cohérent. Quoi. Donc voilà, il y a aussi cette cohérence-là, quoi. Mais par contre, pour revenir quand même à ta question, il peut arriver que des clients demandent que certains rôles soient faits en France, ou même aller chercher les voix attitrées françaises qui viennent carrément en Belgique pour le faire, dirigées par les Belges, ou peut y avoir une partie qui est dirigée en Belgique et une partie qui est dirigée en France. Ça peut arriver. Moi, je ne suis pas fan de ça. En général, je préfère m'abstenir parce que du coup, il n'y a pas de vraie direction et finalement, c'est plus ton bébé. Alors, ça dépend pour quel genre de produit, évidemment, hein, mais voilà, je suis moins fan. Mais ça peut arriver. Ce n'est pas monnaie courante, hein, attention, hein, mais ça peut arriver. Ok. Parce que du coup, par rapport à cette question, on peut prendre l'exemple tout simplement des films de Conan, où le studio est au Luxembourg. Une grande partie du casting comédien belge, comme vous, et depuis le film 25, certaines voix comme Éric Legrand en France qui a été prise. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous restez en Belgique et puis la direction artistique, je ne sais pas comment est-ce qu'elle peut se faire si elle est au Luxembourg? Est-ce qu'on peut... Pour Conan, il y a certains d'entre nous qui sont allés au Luxembourg pour enregistrer ceux qui avaient des gros rôles, parce que il y a quand même le trajet, il fallait payer le trajet, etc.
le temps que ça prenait. Et puis pour les rôles les moins importants, je sais qu'il est venu en Belgique. Donc c'est la même personne qui a dirigé, qui est le responsable du studio au Luxembourg, qui à certains, il a proposé de venir au Luxembourg. Et à d'autres, on l'a fait en Belgique. Le premier film, moi, je l'ai fait au Luxembourg, et le deuxième, j'avais beaucoup moins, et je l'ai fait en Belgique. D'accord. Donc, mais c'était toujours avec la même personne, par contre. Ok, Alexandre. Donc voilà. Alexandre. Oui. Non, moi je l'ai fait aussi en Belgique. Il m'a proposé d'aller au Luxembourg, mais c'était pas possible, c'était compliqué, j'avais pas le temps, donc... Ben, c'est 2 heures de il route m'a mis aller, dans 2 heures le- de route retour. Il fallait que financièrement, ça tienne quand même un peu la route, soyons honnêtes. Parce que c'est une grosse fatigue aussi. Donc voilà, la première fois, moi j'avais beaucoup, donc je suis allée au Luxembourg. Puis la deuxième fois, bon voilà, j'avais plus d'autres soucis familiaux. Donc je lui ai dit, écoute, là j'ai pas la force. Et du coup, je l'ai fait en Belgique parce que j'ai travaillé peut-être 1h30, 2 heures. Donc se taper 4 heures de route pour travailler 1h30 ou 2 heures, il faut remettre un peu les choses. Voilà. Alors que la première fois, j'y avais été pour la journée complète, c'était différent. D'accord. Ok, donc au moins ce qui est bien, c'est que c'est pas fait à distance. Soit Non, c'est lui non, qui non, se déplace non, ou. non. On s'est Non, retrouvé non. pas, Non, il était avec nous, physiquement, à chaque fois. Ok. Non, ça non. Ok. Et donc l'une des dernières questions, ce serait plus en rapport avec Netflix, puisque depuis que Netflix a repris les droits, le travail a été grosso modo repris un peu à zéro. C'est-à-dire qu'ils ont découvert que certaines scènes pouvaient être manquantes. Donc il y a eu ce qu'on appelle des retakes, etc. Donc comment est-ce que ça s'est passé de votre côté pour la reprise de certaines répliques 20 ans plus tard Bah, c'était flashant, mais moi surtout, j'étais pas là, j'étais au Japon, donc je les ai enregistrés. Je les ai Exactement. enregistrés au Japon, donc c'était assez particulier. Mais j'ai entendu après, par contre, quand je suis revenu en Belgique, je suis passé en studio, je dis montre un peu. Hein. Et j'ai réentendu Manu, que j'avais plus entendu, qui faisait Meguro et Kogoro et Megure. Megure Kogoro, ouais. et Kogoro. Megure et Kogoro. Et du coup, je dis waouh. Et puis j'entendais les inserts de ma voix, et je dis mais c'est où? Je repérais pas. Et en fait, je trouvais que c'était assez semblable. Sans doute parce qu'ils avaient enregistré ça proprement, que c'était bien raccord. Même moi, j'avais du mal à cerner ce qui était maintenant, ce qui était à l'époque. Je me disais, je peux encore aller dans ce registre-là, ça va quoi. Donc c'était assez drôle et j'avais envie d'écouter. Je me dis, putain, c'est un truc qui date d'il y a 20 ans. On fait des retakes sur des épisodes d'il y a 20 ans, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Et donc c'était assez rigolo quoi. Mais je trouvais que ça passait très bien. Pour ce que j'avais enregistré à l'étranger, et puis enfin, c'est un peu. Oui, c'est ça, étrange, quoi. parce que pour la petite histoire, oui, tu l'as pas doublé dans un studio au Japon. Non, je l'ai enregistré, j'avais pas grand-chose, c'était Oui. quelques phrases. Et donc je les ai enregistrés, j'avais un très bon micro, une très bonne installation, etc. Donc j'ai fait ça, j'ai enregistré chez moi, et puis je l'ai renvoyé ici. Et ça a fonctionné, tu vois. Mais effectivement, c'est assez drôle de me dire, tiens, je suis au Japon, j'enregistre un truc, dans une chambre d'hôtel, et puis ça retourne en Belgique, et puis je le entends après, et puis en fait, tout est raplati, et voilà, c'est un seul bloc. Enfin voilà, c'était assez... le trajet est amusant, quoi. Voilà. Bah, moi, c'était un peu douloureux. Ah, oui. Puisque voilà, les fans l'auront sans doute remarqué, je ne suis plus capable de faire Ran suite à une opération. Pour l'instant. Voilà, suite à une opération de la thyroïde. J'ai, pour la petite histoire, donc le nerf laryngé supérieur qui a été touché, donc je n'ai plus la possibilité d'avoir d'aigu pour l'instant. Donc j'ai réussi à refaire Mitsuhiko. Mais voilà, Ran, on a essayé pour le fun, mais c'était juste voilà, à mourir de rire pour certains. Et puis voilà, moi ça m'a rendu très triste parce que notre identité vocale, elle est hyper importante forcément puisque c'est notre métier. Et donc pour l'instant c'est quelque chose d'un peu douloureux de se dire après voilà on se réinvente, mais justement se réinventer sur des nouvelles choses, il n'y a pas de problème. Mais quand on doit reprendre des choses anciennes et puis se dire ah mais je peux plus le faire parce que voilà il y a un problème technique, physiologique, ça m'a rendu triste. Je le cache pas. Tu resteras toujours Ran malgré tout. Hein. Voilà, je reste Mitsuhiko en Oui. tout cas, ça c'est sûr. Mais parce que malgré tout, oui, j'aimais bien Ran. J'aimais bien Ran. Parce que après, alors c'est simple supposition, mais si le directeur artistique te rappelle pour faire Ran, même si c'est pas la même voix,
quoi Non, qu'il arrive. Je pourrais pas. J'ai été honnête, on m'a appelé pour le faire et j'ai dit je ne crois pas que ça ira. Et je suis allée, j'ai essayé et en effet ça ne servait à rien. D'accord. Ça ne servait à rien. Mais on a essayé. Ok. On a essayé. Il faut rester honnête. Oui. Je veux dire, voilà, c'est comme ça. Et donc, pour la dernière question, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter par la suite? Et est-ce que vous avez des projets par la suite, des choses qui vous tiennent à cœur? Moi, c'est facile, hein. Je veux juste retrouver ma voix. Mon projet, c'est de faire des recherches pour retrouver la voix de Ran. Non, oui, continuer à bosser dans différentes choses. Et puis là, j'écris depuis quelques mois. J'aime bien aussi ça, enfin, faire de l'adapt. C'est un autre, voilà, c'est l'envers du décor, donc c'est assez intéressant. Et puis moi, j'aime bien bouger, voyager, donc voilà, je tiens pas en place et je fais plein de trucs à côté. Et ça va voilà, le fait d'être en studio un peu tout le temps, et puis de dire, ben voilà, je vais à l'autre bout du monde. Et je vais travailler dans autre chose, ou faire de la musique, ou j'ai fait de la photo aussi, enfin voilà. Non, me souhaiter bonne chance, quoi. Enfin, pas bonne chance, pas besoin de chance, mais bon vent, quoi. Oui, exactement. Bon, Peut-être une question du coup. Oui, bah vas-y. Éventuellement, vu que tu... Alors peut-être Damien pourra la reposer, on entend un petit peu l'interview. Non, attends. Tu vas où? Attends. Tiens. Hop. Tiens, vas-y. Merci. Du coup, vu que tu vas au Japon, et je pense que tu comptes quand même continuer ce que tu es en train de faire du coup avec le doublage, est-ce que tu as pu déjà t'exercer et enregistrer dans des studios japonais? Et si oui, du coup, quelles sont au final, est-ce que tu notes des différences majeures, ne serait-ce que dans la direction artistique, ou alors comment dire, dans l'approche des comédiens vis-à-vis des animés, des feuilletons, des séries ou de ce que tu veux, qu'ils doublent? Et sinon, si ce n'est pas encore le cas, est-ce que tu aurais éventuellement peut-être déjà des idées là-dessus, avec ton expérience? Mais je peux te dire que c'est très différent, oui, mais ce que j'ai doublé, c'était pas en japonais, c'était pour Yamada Takayuki, qui est le comédien de Neki Director. Mais oui, là, j'ai pu voir comment les Japonais travaillaient. C'est complètement différent chez nous. C'est beaucoup plus étriqué. Je veux dire, quand tu es en studio, en Belgique et en France aussi, la plupart du temps, enfin, je veux dire, la configuration de base, c'est un ingé son, un comédien, un directeur artistique. Après, il y a peut-être un chargé de production qui est là, une personne qui vient assister ou des choses comme ça, mais c'est relativement assez restreint comme cercle. Et là, j'arrive dans les studios japonais et j'ai la chargée de production avec son assistant, un assistant pour moi. En studio, 2 ingé sons avec chacun un assistant et une assistante de production avec un assistant. Ça va ? Et dans le studio même, puisque c'est ce qu'on appelait un bocal, tu vois, c'est un aquarium, tu as 2 mecs qui sont là, et tu ne sais pas pourquoi ils sont là. Et en fait, j'ai compris pourquoi ils étaient là, parce qu'à un moment, je vois que le micro n'est pas tout à fait bien mis pour moi, et donc je le changeais là tout de suite, j'ai les 2 mecs qui me sautent dessus, non, et en fait, les mecs, ils sont là pour t'ajuster ton micro, alors que tu vois, c'est juste un truc à faire comme ça. J'ai un peu l'habitude, donc je me dis, je vais le faire, je vais pas demander au mec, parce que le studio est grand, en plus le mec il est assis à l'autre bout, je peux dire, excusez-moi, tu ne veux pas me changer, tu vois, je vais le faire. Et là, je dis, non. Donc je fais ok, et puis je me suis fait choper à la pause quand même, par la chargée de production qui m'a dit, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas bien, parce que le mec, il est payé pour ça. Et si tu fais le boulot à sa place, le mec, il va se faire défoncer. Et voilà, ça c'est un tout petit aspect de la mentalité du travail japonais, c'est vraiment un travail d'équipe. Et donc, c'est pas qu'ils veulent pas que tu le fasses, c'est que c'est pas à toi de le faire. C'est pas pour parce que non, touche pas au micro, t'es pas assez doué, ou non, on va s'occuper de toi, on est aux petits soins. C'est pas ça. C'est juste que le mec, il fait ça, c'est le mec qui fait ça. Voilà. C'est carré, ça. L'ingé son, il fait, parce que t'as un ingé son qui fait la prise et t'as un ingé son qui fait du pré-mix, je sais pas très bien. Ils ont chacun un assistant. Donc, j'ai jamais vu autant de gens en studio. Alors en plus, pour eux, c'était tout nouveau parce qu'ils ne travaillent pas avec des rythmos. Pour répondre à ta question, comment ils travaillent, eux, ils sont au papier et ils sont comme ça, quoi. Et ils regardent et pam. Et nous, on a la rythmo. Alors, on voyage aussi, mais on a les mots qui rentrent, tu vois, en rythme, je vais dire. Mais le japonais ne permet pas aussi facilement une lecture fluide comme ça parce que c'est des symboles. Je veux dire, nous, la place des lettres, je ne sais pas comment expliquer, ça fonctionne en bouche. Mais avoir un mot qui peut paraître très long en japonais,
Enfin, si on le prononce, il va être long, mais alors il va s'écrire en 2, 3 kanji. Et donc le temps n'est pas le même, il faudrait étirer les trucs beaucoup plus. C'est très compliqué pour eux. Et donc ils utilisent un papier. Et c'est pas toujours en place. Si tu regardes bien les animés japonais, c'est rarement tip-top en place. Maintenant, peut-être un peu plus facilement. Mais il y a quelques années, c'était complètement à côté. Ils s'en foutaient parce que c'est pas ça qui compte pour eux. Et finalement, c'est une autre façon de faire. Et donc quand ils ont vu une rythmo, ils n'avaient jamais vu une rythmo de leur vie. Hein. Je veux dire, les mecs, ils étaient là. Ah non, ils étaient, mais c'est quoi? Comment tu peux lire là? Ils n'ont même pas les écrans pour les diffuser. Ils avaient un écran qui passait pas du 100 Hz et la rythmo, elle faisait ça, quoi. Et je dis non, mais il faut un écran adapté, sinon ça marche pas. Si tu fais ça sur 100 Hz normalement 100, 120, je sais pas quoi. Je sais plus exactement techniquement. À 24, c'est pas assez, tu peux pas lire. Ah non, 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 c'est pas possible. Non, il faut que la fréquence de rafraîchissement de la télé soit de autant pour que ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, alors tu peux utiliser les modes genre mode sport ou des choses comme ça qui fluidifient un peu l'image et qui créent des frames entre les images. Mais sinon, ça fonctionne pas. Et donc les mecs, ils étaient là, ils avaient jamais vu une rythmo de leur vie. Et ils étaient fascinés. Alors il y avait plein de gens parce qu'ils étaient en train de doubler des animés, etc. Je dis bon, il doit y avoir des stars ici parce que chez eux, c'est très starifié. Les seiyuu sont quand même très. Et ils venaient voir, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'étais tout seul dans un immense studio avec 4 télés. C'est énorme, hein. Enfin, je me dis. Et donc voilà, c'était assez intéressant, chouette à faire. C'était une super expérience. Mais voilà, ils travaillent une demi-heure et puis ils font une pause parce que, comprends, une demi-heure. Voilà. Ça m'avait beaucoup amusé, quoi. Mais super expérience et j'ai adoré travailler là et j'ai fait des bons contacts avec ces gens qui étaient vraiment super cool. Au début un peu tendu, puis finalement ils voient que c'est sympa et je referais ça volontiers, mais c'était pas en japonais, c'était en français. Par contre, c'était sur une série japonaise, donc eux ils étaient un peu flashés d'entendre quelque chose en français, alors que c'est un comédien super connu chez eux, tu vois. Et c'est là, ça donne ça en français, ça c'est assez curieux. Bah oui, imagine qu'on vienne d'un mec qui parle une autre langue, qui vient doubler une série française, tu ferais aussi, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Donc voilà, c'était une super expérience, mais je n'ai pas forcément de projet par rapport à ça. C'est sûr que j'aurai l'occasion sans doute de retourner encore en studio là-bas, et j'irai volontiers, mais voilà, je ne travaille pas vraiment comme dans la même dynamique que nous, quoi. Différent, mais intéressant et très instructif. Voilà. Désolée. Hein. Tu as toussé un peu. Tu veux un peu de glaçon? Non, non, ça va, j'ai dû prendre du sirop en fait. D'accord. Pardon. Mais je sentais que ça n'allait pas passer comme ça, donc j'ai préféré te... C'est fini du coup, je peux l'enlever, je ne vais pas le remettre. Vous voyez, hein. On peut faire le clap de fin, dirons-nous. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Attends. Mais merci à vous de nous avoir conviés. Merci à Marilyn de nous accueillir. Au moins, ça nous fait des rencontres. Voilà. Au-delà de l'interview que les gens pourront voir, voilà, nous on a un peu cette chance de pouvoir vous rencontrer. Depuis le temps que vous entend on a l'impression de vous entendre presque tout le temps. On regarde une série, que ce soit un animé ou totalement autre, et puis on se dit ce serait pas Bruno ou Marilyn. Et là vous reconnaissez les voix comme ça en entendant comme ça? Ah oui, ouais. Ah oui. Marilyn, quand tu dis que tu peux le faire juste parler normalement, pour nous ça passe. Hein. Pour nous c'est rare. C'est mignon. Nous on avait vu, on est comme à Disneyland. La série Alvin et les Chipmunks, j'en ai vu des extraits, je t'ai reconnu tout de suite. Voilà. Attends, je suis habituée là. Ouais, mais il y a une couleur quand même. Là, on regarde en ce moment 24 heures chrono, on est à la saison 2, je me demande si c'est pas toi sur Marie. J'ai cherché sur Wikipédia, je me suis dit, il n'y a pas l'info et tout, ben regarde. Non. C'est quelqu'un qui ressemble vraiment beaucoup. Non, alors. Parce que finalement, en tant que comédienne, j'en fais pas énormément. Tu fais surtout de l'animation du coup Non, je suis surtout DA moi en fait. DA et auteur. Donc on n'entend pas beaucoup sur la Non, on m'entend pas beaucoup en fait. C'est rare que les gens m'appellent. Je t'ai entendu ça. Donc voilà, je ne suis pas très connue en fait. C'est Kolyoko quand même. Hein. Oui, il y a eu Kolyoko, c'est vrai, Kolyoko, qui a beaucoup compté. Timmy Turner, donc voilà. Après, moi, j'ai écouté récemment une vidéo YouTube qui fait une compilation VF de Kolyoko, et ça passe du coup plusieurs extraits VF de chacune des comédiens qui sont dessus, dont toi. Et en fait, c'est vrai que vocalement, des fois, tu te dis, attends, mais ils sont interchangeables. Pas exactement, mais sur un personnage donné, il reste une minute. Si vous le jouez de la même manière, on peut se dire on peut mettre un tel à la place. Oui, et puis les voix sont compressées aussi au final. Moi, souvent, j'entends des trucs à la télé, je me dis tiens, je connais ce truc, ce film, ça me dit quelque chose. Mais oui, mais ça m'est déjà arrivé. Et quand on me dit mais c'est toi, je dis mais non, c'est pas moi, ça me dit quelque chose, j'ai dû le voir en passant. Mais en fait, les voix sont tellement compressées parfois que tu te dis. Puis après, le problème, j'ai vu une vidéo qui explique un documentaire. Quand vous enregistrez c'est enregistré propre.
Et après, pour passer à la télé, bah, le son est modifié et tout, pour laisser passer certaines fréquences. Oui, bien sûr. Que toi, tu te reconnaîtras. Oui, c'est ça, c'est compressé, c'est le mixage, c'est noyé dans autre chose. Et parfois, tu as du mal à... Si c'est moi qui ai fait ça, t'es sûr. Ouais, des fois moi je me souviens, mes enfants, quand ils étaient petits, ils avaient un jeu qui chantait l'alphabet. Et c'était ma voix. Pourtant, c'est pas moi qui l'avais fait. Ouais. Et chaque fois que je l'écoutais, je me disais, c'est moi. Mais non, c'était pas moi. Et c'était très particulier. Ouais. Donc voilà. Et puis on oublie aussi parfois. On Oui, oublie des trucs. On m'a dit, ouais, tu fais Shanks dans One Piece. Je fais, hein? Oui, mais si. Mais oui, mais on me l'a appris. Oui. Un jour, je serai pirate. Tu croyais vraiment que j'allais t'emmener? Elle est bien bonne, j'ai jamais rien entendu d'aussi drôle. Tu peux même pas nager. Je vois. Puisque c'est comme ça, tiens. Je te confie mon chapeau, c'est mon trésor. Prends-en bien soin. Et non, je te jure, tu sais qui m'a dit ça? Une nana fan de doublage français au Japon. Une japonaise qui m'a entendu, qui m'a dit « C'est pas toi qui fais la voix de Shanks en français ?» Elle me dit ça en japonais, la fille. Je dis « Mais de quoi ?» C'est mon à l'envers. Elle me dit « Si, parce que moi j'adore les séries animées, j'adore regarder les doublages en français, parce que j'apprends le français, donc j'apprends avec ça, et c'est ta voix. » Je dis « Bah non. » Elle dit « Si, et elle check, elle fait « Oui, c'est toi qui fais Shanks. Ouais. » Ok. Par rapport aux voix qui se ressemblent, c'est pas au courant, quoi. Par exemple, sur Initial D, ouais. Le vieux truc, quoi. Tu fais un personnage, mais à partir d'une certaine saison, et au début, c'est pas toi dessus. Et en fait, j'ai mis un moment à réaliser que ça avait changé de voix, tellement le jeu était proche, en fait, parce que le personnage est le même. C'est un personnage important, en plus. Oui, c'est... Ryosuke. Tu l'as marqué sur toi. Oui, Ryosuke Takahashi. D'accord. Quelles sont les règles? Si tu veux. Dans ce cas, je te donne rendez-vous samedi. Voilà. Au début, c'est pas toi dessus, puis après, quand tu l'as repris, peut-être que tu as dû écouter ce que le comédien avait fait avant, peut-être pas. C'était Mirroring à l'époque qui faisait ça. Oui. Mirroring, ça date, quoi. Oui, ouf. Et ceux qui avaient fait aussi Onizuka, Great Teacher, GTO. C'était chez eux aussi. Enfin, du coup, ça change de saison, je me dis, bon, toutes les voix ont changé, mais est-ce qu'elle a changé celle de Ryuzuki? Ouais, on dirait, hein. J'étais pas bien sûr. Mais je sais pas, parce que là aussi, j'ai fait tout compressé. Et puis après, quand je suis allé au Japon, j'ai vu qu'il y a des jeux partout, des jeux de bagnole et tout, c'est un truc... Je me dis, putain, c'est moi qui ai fait ça et tout. Mais quand tu vas là, tu dis, ah, j'ai fait ça, et tu vois plein de personnages que tu as doublés, tu vois, c'est chouette, quoi. Ici, tu vois pas tellement Ryuzaki, tu verras ça jamais ici, quoi. Du coup, tu te rends pas compte, en fait, de ce que c'est. Non, mais surtout que c'est avant qu'il y ait du succès ou pas. Enfin, maintenant, c'est plus facile de voir si c'est un truc qui a du succès. Maintenant, on le voit tout de suite, mais à l'époque, on ne le voit pas. Je me souviens, j'avais été à une convention Code Lyoko, il y a 2 ans, et quelqu'un m'a posé la question de savoir est-ce que vous auriez imaginé un tel succès? Je dis mais en fait, mais de toute façon, même le fait que ça ait eu du succès, on ne le savait pas. Nous, on voyait juste les saisons. Ah, il y a une nouvelle saison. Ah, bah ok, c'est cool, c'est super. Mais c'est pas comme aujourd'hui où, avec les réseaux sociaux, on voit tout de manière instantanée. À l'époque, on se rendait absolument pas compte. Je veux dire, que ce soit Mes parrains sont magiques ou d'autres séries, voilà, comme Code Lyoko ou tous les trucs que Bruno a fait. C'est seulement après coup. Moi, je me souviens un jour en studio, il y avait une stagiaire qui était là. Je me mets au micro, j'étais comédienne, je me mets au micro. C'était justement une voix de petit garçon. Et puis elle hurle derrière moi. Mais c'est Timmy Turner. Je fais, mais d'où elle sort Est-ce qu'on se rendait... En fait, on ne se rendait... Aujourd'hui, on se rend plus vite compte du succès des séries, en fait. Mon fils a bêtement fait une voix dans Tokyo Revengers. Il s'est pris 3500 followers sur Instagram en une semaine. Bon, forcément, là, il le voit. Il le sait tout de suite. Tokyo Revengers, ouais. Voilà. Mais allez, déjà, si nous, on n'est pas... Enfin, moi, je suis moins sur les réseaux sociaux, donc voilà. Et alors, il y a 20 ans, n'en parlons même pas, on n'avait pas du tout conscience de ce qui fonctionnait, de l'effet qu'on pouvait avoir sur les gens. Oui, et puis tu n'avais pas accès aussi aux produits qui ont déjà fonctionné. Conan, c'était déjà connu au Japon bien avant que ça arrive chez nous. Oui. Voilà, tu ne sais pas si ça va fonctionner. Et encore, ça peut très bien fonctionner là-bas, enfin, que ce soit au Japon ou des séries coréennes, etc. Et ça ne marche pas ici. Et inversement. Oui, il y a des séries qui fonctionnent ici, au Japon, ils font la merde, on s'en fout, ils ne connaissent pas, enfin tu vois. Oui. Et puis il faut savoir aussi quand même pour nous, là je parle pour moi évidemment, mais nous c'est notre travail, donc on va faire notre travail. Et après on rentre. C'est pas qu'après on rentre parce qu'on est heureux de le faire, on adore notre boulot. Mais c'est pas, et des fois on va tomber amoureux d'un truc, mais ça reste d'abord notre travail.
Donc c'est pas genre voilà un rêve forcément qu'on réalise. Notre rêve c'était d'être comédien, de faire plein de choses. Enfin voilà. Donc des fois je me rends compte entre les fans et nous il y a quand même un fossé parce que nous on n'a pas cette conscience là parce que pour nous j'ai envie de dire ce n'est que du doublage. On n'est pas le comédien principal. On n'est pas. Ça dépend. Si tu regardes les séries sur lesquelles tu as travaillé, ça dépend. Moi, j'ai dirigé un truc il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Kindaichi, qui existe aussi depuis très longtemps. Ça part d'une BD, etc. Ne demandez pas à lui. Et Avec Kindaichi, les enquêtes. Ouais. Oui, et donc, je vois le truc et je ne connaissais pas du tout les enquêtes, mais en filmé live, quoi. Tu vois. Il y a plusieurs séries. Et je vois ces trucs, je fais, ça n'a pas l'air d'hyper bonne qualité, machin, c'est un peu kitsch, machin, mais bon. Mais ouais, voilà, en sous-connant, avec des acteurs bof. Et puis je regarde et je fais bien mon casting, etc. Et je trouve que tout le casting fonctionne super bien. Ah bah, après 2 épisodes, j'étais dedans. Et je me dis, qualitativement, il y a plein de trucs à redire, mais je me suis vraiment, comme tu disais, tu tombes amoureux du truc. Et une fois que c'était fini, ouais, je les ai regardés en français. Je voulais voir ce que ça donnait, déjà pour voir le résultat, si c'était cohérent avec la version japonaise. Et puis pour le plaisir d'entendre le travail qu'on avait fait. Donc oui, tu peux t'attacher à un truc, et oui, j'ai fait un peu des recherches, tiens, ce mec-là, j'aime bien cet acteur-là, puis en fait, je vois qu'il est dans un boys band, qu'il est dans la compagnie de Kimura Takuya, et je commence à trouver plein d'infos là-dessus, et je me dis, bah voilà, c'est intéressant, je connais, voilà, ce gars, si je le vois dans une autre série, ce gars et les autres comédiens principaux de la série, bah je le reconnaîtrai, je m'en souviendrai. Mais au départ, je n'étais pas du tout pris de passion pour ce truc, je trouvais ça un peu bof. Et puis finalement, je trouvais ça super chouette et j'ai adoré faire cette série. Voilà, c'est souvent comme ça, c'est en avançant dedans parce que tu as les pieds dedans. Souvent, tu as des comédiens qui viennent et qui font « ouais, c'est nul ». Tu te dis oui, moi j'ai eu les autres étapes, j'ai aussi trouvé que c'était nul, mais maintenant je trouve que c'est chouette. Donc voilà, c'est ça qui est difficile à faire aussi, c'est de faire rentrer un peu les gens dans ton mood à toi en disant bah voilà, le produit est vraiment chouette, bon alors c'est pas terrible pour ci, mais c'est super pour ça, voilà. C'est ça le travail du DA, d'essayer d'amener les gens à avoir envie de travailler. Si t'as les gens qui viennent avec des pieds de plomb, c'est t'emmerde quoi. Ouais, alors que quand tu viens doubler une série, des fois t'arrives, tu fais un personnage sur un épisode, t'as pas l'avant, t'as pas l'après, voilà. Tu peux pas t'intéresser, tu dis tu repars, je sais pas ce que j'ai fait. Mais bien sûr, évidemment, mais t'es pas obligé de t'intéresser d'un point de vue personnel, mais voilà, c'est quand même intéressant pour ton travail de savoir un peu d'où ça vient, où ça va, et puis... C'est là l'avantage du DA, c'est que toi tu sais si c'est bien dans la série ou pas. Et c'est son travail au DA. Oui. C'est son travail au DA, c'est d'amener... lui, c'est de connaître justement son produit, de bien le connaître, pour pouvoir amener le comédien, parce que le comédien, lui, n'a rien vu avant. Donc lui ne sait pas du tout, c'est très instantané en fait le doublage. Alors moi à l'inverse de ce que tu racontes, moi il m'arrivait de prendre un plaisir, de s'éclater sur un film avec les comédiens en doublage et puis d'être super impatiente de le voir et quand je le regarde je me dis mais en fait c'est pas bon, en fait c'est une daube, enfin le film, l'histoire, je parle pas du travail qu'on a fait. Parce que ça marche pas sur la longueur quoi. Mais sur le moment même, mais qu'est-ce qu'on s'est amusé à le faire en fait. Mais le film n'est pas forcément super ou j'en sais rien, mais on peut quand même prendre beaucoup de plaisir à faire des trucs qui sont pas forcément... oui, comme les Robot Chicken, que je trouve très bien au final. Hein, mais tu te souviens, Robot Chicken? Oui, bah ça je me souviens très bien de Robot Chicken. On a rigolé avec ça quoi. Qu'est-ce qu'on s'est poilé, mais je regarderai pas ça à la télévision. Non. Ça c'est sûr. T'en regardes un et puis c'est vite indigeste quoi. Mais ça m'éclate de le faire, j'adore. J'adore tout ce qui est trash et... Bah ça change de dessin animé d'il y a 20 ans quoi, quand on vous disait non, faut que ce soit édulcoré, machin. Là pour le coup, Robot Chicken... Ou une série... Ouais, c'était bien ça, bien raciste, bien anti-religion, bien misogyne, bien tout, non. Ouais. Après, il peut y avoir aussi des frustrations parce que des fois tu tombes amoureux de produits, mais tu te rends compte que au-dessus, en fait, c'est juste du remplissage de chaînes ou bien tu as quelqu'un qui prend des décisions qui ne sont pas artistiquement, parce que l'artistique, ça reste quand même très subjectif. Donc, il suffit que tu rencontres pas, enfin que tes aspirations ne rencontrent pas celles du donneur d'ordre, on va dire, et tu peux avoir plein de frustrations. Moi, j'en ai eu encore récemment, vraiment grosse frustration quand j'ai envie de donner tout ce que j'ai, parce que j'adore le produit. Et puis, mais en haut, on me fait non, mais tu penses avoir le meilleur casting, tu sais que c'est le meilleur casting, mais la personne fait non, j'aime pas la voix, je veux quelqu'un d'autre, et finalement, t'es pas avec la personne que tu veux, donc tu dois tirer, puis enfin, il peut y avoir aussi beaucoup de frustration, moins sur du dessin animé que sur du live, parce que le dessin animé permet quand même une palette vachement plus large au niveau de la créativité.
tandis que dans le live, pas. Mais ça peut aussi parfois être frustrant parce que ça reste de l'artistique et ça reste forcément subjectif. Tu te dis, bah non, c'est bien comme ça. Mais c'est-à-dire que ça reste ta subjectivité à toi aussi. Personne n'a la science infuse ni absolue, c'est pas 1 + 1 = 2. Voilà. C'est ça l'artistique. Il y a des choses qui plaisent, ce qui plaît aux uns ne plaît pas aux autres, et il y aura toujours ça. Et donc voilà. Ouais. Mais en même temps, c'est super. Il y a pire, quoi, franchement. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci. De rien. Merci à vous. C'est cool.